À Saint-Étienne-au-Mont, en cet hiver 1857, les maisons étaient basses, faites d'épaisses pierres, bâties pour résister au vent descendant des Alpes. Les hommes dormaient, les uns près des autres, le feu brûlant sans cesse, le bois de chauffage empilé à l'intérieur. Il en avait été ainsi depuis des générations. Mais pas là. Sur le versant le plus escarpé du village, là où personne n'osait construire, un homme décida de vivre dans une grotte, en scellant l'entrée avec des planches, de la boue et des pierres dentelées. Les gens riaient en passant. Certains s'arrêtèrent juste pour regarder. D'autres murmuraient « Il est devenu fou ». La grotte n'était pas une maison. La grotte servait d'abri aux animaux. Et quand quelqu'un fit remarquer que l'hiver de cette année-là était différent, plus rude, plus calme, personne ne pensa à cet homme. Car, cette même semaine, des nuages bas ont commencé à envahir les montagnes. Le vent a changé de direction. Et le froid est arrivé plus tôt que prévu. Et lorsque la pire tempête de neige que la région ait jamais connue a commencé à s'abattre, il devint évident que quelqu'un avait compris quelque chose que le reste du village ignorait. Saint-Étienne-au-Mont vivait au subsolo. Le village s'était développé autour des mines, et tout y suivait le même rythme. Les hommes descendant avant le lever du soleil, les femmes préparant les provisions pour plusieurs jours, les enfants apprenant très tôt à différencier le bruit du vent, du bruit de la roche qui s'effondre. Les maisons étaient serrées les unes contre les autres, presque collées les unes aux autres. Il ne s'agissait pas d'esthétique, il s'agissait de survie. Quand le froid descendait des montagnes, la chaleur d'une maison soutenait celle de la suivante. La fumée s'élevait en colonnes courtes et denses, signe que le feu était vif. Le bois sec servait de monnaie d'échange. Ceux qui n'en avaient pas mendiaient. On se souvenait de ceux qui mendiaient trop. C'est dans ce contexte qu'Étienne Moreau commença à prendre ses distances. Ce n'était pas un inconnu. Il travaillait dans les mines comme tout le monde. Il ne parlait ni trop peu, ni trop. Il payait toujours ses dettes. Mais lorsque les premières nuits froides arrivèrent prématurément cette année-là, il fit quelque chose que personne ne comprit. Pendant que les autres renforcèrent les portes et remplacèrent les tuiles, Étienne Moreau commença à transporter du bois jusqu'à la montagne, ne pas entreposer à proximité de la maison, mais vers le haut, au point où il ne restait plus que de la roche à nu et une ouverture sombre dans la pierre. Au début, les gens regardaient naqués par curiosité, puis par suspicion. « Va vivre là où se cachent les chèvres », a commenté quelqu'un dans la taverne. « Le froid l'ensevelira vivant là-bas », dit un autre. Étienne ne répondit pas. Il est passé juste devant lui. Il rentrait la nuit, les mains gercées, le manteau toujours humide, le visage marqué par la poussière de pierre. À l'intérieur de la grotte, il travaillait en silence. Cela a comblé les lacunes. Il a créé un petit couloir intérieur. Il recouvrit le sol de couches de bois, de terre tassée et de vieux tissus. Ce n'était pas confortable. C'était de l'isolation thermique. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas renforcé sa propre maison, il a simplement répondu que le vent se comportait différemment là-haut. L'expression est devenue une blague. Il ne savait pas encore que cette phrase serait répétée des semaines plus tard, sur un ton différent. Au fil des jours, le temps a changé, pas de façon drastique. Mais cela suffisait à inquiéter ceux qui connaissaient ce froid depuis l'enfance. Les nuits se sont allongées, un silence pesant. Les animaux ont commencé à disparaître des sentiers, et les plus âgés, ceux qui ne riaient pas, se mirent à observer le ciel plus longtemps que d'habitude. Malgré cela, personne ne suivit Étienne, car admettre que l'hypothèse de la grotte était plausible, cela revenait à admettre que tous les autres avaient tort, et personne ne voulait le faire avant qu'il ne soit trop tard. La semaine précédant la tempête de neige, Étienne Moreau a emporté tout ce qu'il possédait en montagne. Nourriture rationnée, bois de chauffage sec, eau stockée, et cela fermait partiellement l'entrée. Lorsqu'un voisin lui demanda s'il n'avait pas l'intention de retourner au village avant la petite tempête annoncée, Étienne répondit simplement « S'il neige, je suis déjà chez moi ». Il ignorait encore combien de temps il resterait coincé là, ni qui frapperait à cette porte de fortune. Cette même nuit, le vent a de nouveau tourné. Cette fois, il n'est pas revenu. La décision d'Étienne Moreau ne s'est pas prise d'un seul coup. Elle se formait en silence, nuit après nuit, tandis que le froid arrivait plus tôt que prévu. Dans le village, la préparation suivait le même rituel ancestral. Plus de bois de chauffage empilé, des portes renforcées, des toits épais en pierre. Rien de nouveau, rien n'est remis en question. Étienne fit le contraire. Tandis que les autres s'abritèrent du froid, il commença à observer comment le froid se déplaçait. Il s'est rendu compte que le vent ne soufflait pas directement de la montagne. Il tournait sur lui-même. Elle frappe au toit, s'infiltre par des fissures invisibles, vole la chaleur petit à petit,
Sur la pente plus élevée, cependant, la roche a perturbé ce mouvement. Le vent faiblissait. L'air est devenu plus stable. C'est là qu'Étienne a insisté. Il élargit suffisamment l'entrée de la grotte pour pouvoir y entrer en se penchant. Il a construit un deuxième mur intérieur, créant ainsi un espace mort d'air. Il a improvisé une cheminée étroite, presque invisible, pour empêcher la fumée de s'accumuler. Chaque coup de marteau résonnait au loin, et chaque écho attirait l'attention. Ils s'enterrent vivants, ont-ils dit. Quand la neige tombera, tu seras coincé comme un rat. Étienne écoutait, et cela a continué. Il ignorait encore que la hauteur exacte de cette entrée serait cruciale. Ce travail avait un prix. Leurs mains saignaient. Le corps mettait plus de temps à se réchauffer la nuit. Et il y a eu des jours où il a pensé à abandonner. Mais chaque fois qu'il descendait au village, quelque chose le tracassait. Les gens riaient, mais ils n'avaient pas stocké suffisamment de nourriture. Ils avaient confiance en l'hiver qu'ils connaissaient, et non en celui qui allait arriver. Au cours de sa deuxième semaine de travail, Étienne a commis une erreur. Il entreposa une partie du bois de chauffage à l'extérieur de la grotte, pensant qu'il aurait le temps de le déplacer plus tard. Un changement soudain de temps a entraîné une humidité inattendue. Le bois a absorbé l'eau. Quand elle s'en est rendue compte, il était déjà trop tard. Il ne s'est pas plaint. Il n'a fait aucun commentaire. Il commença simplement à sécher chaque morceau lentement près du feu. Cette petite erreur allait se retourner contre vous lorsqu'il n'y aurait plus de place pour la correction. Entre-temps, le village commençait à ressentir les premiers signes concrets. Une nuit sans feu suffisant dans une maison, un enfant qui avait une fièvre persistante, un animal retrouvé congelé près de la rivière. Malgré cela, personne n'a gravi la montagne, car progresser impliquait d'accepter qu'Étienne Moreau n'était pas excentrique. Il était prudent, et c'était trop difficile à admettre à voix haute. À la veille de l'orage, le ciel s'est alourdi. Faible, aucune étoile. Étienne grimpa une dernière fois avant de refermer presque complètement l'entrée. Il prit ce qui restait de la nourriture. Il a testé la ventilation. Il s'assit en silence. En contrebas, les lumières vacillaient encore dans les maisons. Des rires s'échappèrent de la taverne. Le village semblait sûr, mais cette nuit-là, le vent ne soufflait pas comme les fois précédentes. Et quand la neige commencerait à tomber, il n'y aurait plus le temps de changer d'avis. La neige commença à tomber doucement. Il n'y a pas eu de tonnerre. Il n'y a eu aucun avertissement. Un silence différent, trop lourd pour être normal. Étienne Moreau comprit avant même de voir. La densité de l'air à l'intérieur de la grotte a changé. La fumée s'élevait plus lentement. Le feu a mis du temps à réagir. Alors qu'il approchait de l'étroite entrée, il vit les premiers flocons de neige descendre en biais, poussés par le vent latéral. Ce n'était pas la neige habituelle pour la région. Elle allait bien, persistant, têtu. En contrebas, dans le village, l'activité persistait. Les gens pensaient que ce serait temporaire. Ça a toujours été le cas. Étienne recula et ferma un autre volet de l'entrée, ne laissant qu'un espace suffisant pour l'aération. Il ajusta le feu, il économisa le bois, il s'assit. La première nuit est passée. Le lendemain matin, la lumière qui entrait était différente. Plus blanc, plus opaque. La neige recouvrait déjà une partie du flanc de la colline. Étienne s'avança juste assez pour écarter le tas de débris qui bloquait l'entrée. Il le fit avec précaution, sans se presser. Je savais que le moindre faux pas gaspillerait trop d'énergie. Il ignorait encore pendant combien de jours il devrait répéter ce geste. Dans le village, l'impact a été lent. Les toits ont commencé à s'effondrer sous le poids. Le bois de chauffage stocké à l'extérieur est devenu humide. Le vent a trouvé de vieilles fissures et s'est engouffré. La deuxième nuit, des cris ont retenti lorsqu'une maison a perdu une partie de son toit. Rien de sérieux. Encore. Étienne entendit les bruits étouffés en gravissant la montagne. Il n'a pas réagi. Ce n'était pas encore le bon moment. À l'intérieur de la grotte, l'isolement fonctionnait. La température est restée stable. Le sol sec a empêché le froid de pénétrer. Un petit feu suffisait. Pour la première fois, Étienne réalisa que la décision n'avait pas seulement été étrange. Elle avait raison. Mais l'épreuve n'était pas terminée. Le troisième jour, le vent a changé de direction. Maintenant, la neige était poussée directement contre la pente. L'accumulation a augmenté trop rapidement. Étienne devait sortir plus souvent. À chaque fois, le corps se refroidissait plus rapidement. À chaque fois, l'entrée se rétrécissait. C'est alors qu'il réalisa une autre erreur. La cheminée de fortune commençait à se boucher. La neige fine est arrivée et s'est lentement accumulée. Si elle était complètement fermée, l'incendie deviendrait dangereux. S'il s'ouvrait trop, il perdrait de la chaleur. Étienne a ajusté chaque pierre individuellement. Mains nues, doigts engourdis.
Ce réglage de fortune allait être mis à l'épreuve bien plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Dans le village, la situation s'est aggravée. Une famille a tenté de descendre vers une zone plus basse, mais le chemin était bloqué. Un autre a essayé de brûler des meubles pour se réchauffer. Le vent l'en a empêché. Et pour la première fois, quelqu'un a gravi la pente. Pas jusqu'à la grotte. Juste assez pour voir si Étienne était toujours là. Ils ont fait demi-tour avant d'arriver. La neige m'arrivait déjà au-dessus des genoux. Le froid était mordant. Étienne observait de loin, sans faire signe. Inutile d'appeler. Cette nuit-là, il réduisit encore davantage le feu. Il rationnait la nourriture. Il s'allongea tout habillé. Le silence de la montagne était absolu. Mais la véritable épreuve ne viendrait pas du froid, et plutôt quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Le 4e jour, Étienne Moreau se réveilla en souffrant. Il ne faisait pas froid. C'était de la pression. L'air à l'intérieur de la grotte était trop lourd. L'incendie s'était éteint tôt le matin. Il se leva lentement, la tête lui faisant mal. Lorsqu'il tenta de rallumer la flamme, il comprit le problème. La ventilation était défaillante. La cheminée de fortune, qu'il avait ajustée de ses mains engourdies 2 jours plus tôt, s'était effondrée sous le poids de la neige compactée. Le flux d'air était quasi inexistant. C'était une petite erreur, technique, quasiment invisible. Mais à ce stade de la tempête, les petites erreurs étaient impardonnables. Étienne ouvrit partiellement l'entrée pour prendre l'air. Le vent s'est engouffré violemment, dispersant la neige à l'intérieur de la grotte et emportant le peu de chaleur qui s'y était accumulé. Il devait choisir rapidement. Ou alors, il respirait, ou maintenu au chaud. Étienne ferma partiellement l'entrée, sortit un outil et commença à creuser une sortie pour la cheminée depuis l'extérieur, en s'accrochant au flanc de la colline. Le vent a failli le faire tomber à 2 reprises. La neige collait à mon visage. Mes doigts refusaient d'obéir. Il ignorait encore combien de temps il pourrait rester là-bas sans perdre ses forces. Dans le village, la situation était passée d'un simple malaise à un véritable danger. Un enfant est tombé malade pendant la nuit. La fièvre ne voulait pas baisser. Le feu dans la maison était trop faible. Le père a essayé de sortir pour aller chercher de l'aide. Il ne pouvait pas revenir. Parfait. C'est la mère qui a gravi la pente. Non pas par courage, par désespoir. Elle ne connaissait pas le chemin de la grotte. Personne ne le connaissait vraiment. Elle grimpa, glissa, se releva. Elle appela à l'aide, sans savoir où aller. Étienne entendit le bruit étouffé alors qu'il luttait encore avec la cheminée. Un petit cri, puis le silence. Il s'est figé. Les travaux ont cessé. Le vent, lui, non. Étienne laissa tomber l'outil et descendit quelques mètres sur la pente, plissant les yeux contre la tempête de neige, jusqu'à ce qu'il aperçoive une silhouette tomber. C'était la femme. L'enfant n'était pas avec elle. Elle respirait, mais mal. Étienne ne réfléchit pas. Il ne l'a pas calculé. Il la tira avec effort jusqu'à l'entrée de la grotte et la traîna à l'intérieur, sachant pertinemment que cela lui coûterait de la chaleur, de l'espace et du temps. La femme tremblait et était incapable de parler. Les lèvres prirent une teinte violacée, mains raides. Étienne ferma l'entrée juste assez pour bloquer le vent et ralluma le feu, malgré une ventilation encore instable. Il connaissait le risque. Il l'acceptait. S'il commettait une autre erreur, aucun des 3 ne survivrait peut-être. Il chauffa des pierres, les enveloppa dans un tissu et les plaça près de son corps. Il n'a rien demandé. Il ne s'attendait pas à des remerciements. Quelques minutes plus tard, elle parvint à murmurer ce qui manquait. L'enfant, il est resté dans la maison. Étienne ferma les yeux un instant. Un seul. Puis il enfila son manteau mouillé et ressortit dans la tempête. Le chemin du retour semblait plus long, le vent le plus violent, la neige la plus profonde. Il a trouvé la maison presque entièrement ensevelie. Le toit s'était partiellement effondré. L'enfant était vivant, mais faible. Étienne n'a pas cherché à la réchauffer sur place. Je savais que ça ne marcherait pas. Il la serrait contre lui, se protégeant le visage de son propre corps. Chaque pas était plus difficile que le précédent. Lorsqu'il retourna dans la grotte, il pouvait à peine tenir debout. Il plaça l'enfant près du feu, ajusta tout ce qu'il put, puis s'assit par terre. L'air était toujours pollué. Le feu est dangereux. Mais tout le monde respirait. Le véritable coût de cette décision n'avait pas encore été réclamé. Dehors, la tempête ne montrait aucun signe d'accalmie. La tempête de neige ne s'est pas arrêtée le 5e jour. Elle a approfondi sa réflexion. Le vent, autrefois une simple rafale, soufflait en continu, poussant la neige en épaisses couches et compactant tout sur son passage. Les sentiers avaient disparu. Les repères s'étaient évanouis. Le village, vu du flanc de la colline, paraissait chaque matin plus petit.
À l'intérieur de la grotte, Étienne mesurait le temps grâce au feu. Peu de bois de chauffage, peu de mouvement, petite marge. L'enfant respirait mieux, mais ne s'est pas réveillé. La mère resta silencieuse, assise, les genoux serrés contre sa poitrine. Elle ne demanda rien. Elle n'offrit aucun remerciement. Elle se contenta d'observer Étienne travailler, ajuster, corriger. Il a reconstruit la cheminée pour la 3e fois. Cette fois-ci, il a créé une sortie latérale minimale, presque invisible au vent direct. Ça a fonctionné, pour l'instant. Il ignorait si cette solution tiendrait jusqu'à la fin de la tempête. Dans le village, les anciennes méthodes de préparation commençaient à ne plus fonctionner. Conçues pour résister à des vents brefs, les maisons ne supportaient pas un poids continu. Les toits s'effondraient les uns après les autres. L'humidité attisait les feux qui se propageaient trop rapidement. Le bois de chauffage stocké à l'extérieur était gaspillé. Les gens ont commencé à bouger. Premièrement, entre voisins. Ensuite, en petits groupes. Enfin, à l'extérieur des maisons. C'est alors que quelqu'un a prononcé le nom à voix haute, Étienne. Pas en riant, avec calcul. Mais l'ascension jusqu'à la grotte n'était pas facile. Le flanc de la colline était désormais un mur blanc, lisse et uniforme. 2 hommes ont tenté l'ascension ensemble. L'un d'eux a glissé. Ils ont tous deux renoncé. La 2e tentative fut faite par un vieil homme qui connaissait les anciens sentiers. Il s'approcha. Il vit que l'entrée était partiellement recouverte. Il ne cria pas. Il fit demi-tour. Il n'était pas encore prêt à poser la question. À l'intérieur de la grotte, les vivres commencèrent à manquer. Étienne le divisa en portions plus petites. J'ai toujours laissé plus pour l'enfant. Je mangerai après. La femme l'a remarqué. Il n'a rien dit. La 7e nuit, le feu a à peine réagi. Le bois qu'il avait laissé à l'extérieur de la grotte des semaines d'auparavant commençait à se consumer. Ce qui avait séché brûlait rapidement. Ce qui n'avait pas séché chauffait à peine. Étienne avait commencé plutôt à chauffer des pierres et à éteindre le feu. Ils dormirent ensemble, adossés aux murs de bois improvisés. La vieille erreur pesait désormais lourdement sur le temps. Dehors, un autre son résonna. Ce n'était pas du vent. Ce n'était pas de la neige. Ce fut un succès, faible, irrégulier. Étienne se leva lentement. Il s'approcha de l'entrée. Il jeta un coup d'œil juste assez pour écouter. Étienne. La voix s'est brisée au milieu du nom. 2 hommes étaient là. L'un soutenait l'autre. Aucun des deux ne leva les yeux. Le pot rose est découvert. Le feu ne peut plus le retenir. Aucune demande directe. Pas encore. Étienne a rapidement évalué. Espace. Minimal. Nourriture. Presque à sa limite. Air. Instable. Il ouvrit un peu plus l'entrée. La décision que tout le monde observerait, elle était prise sans témoin. Les hommes entrèrent en silence. Ils s'assirent. Ils ne remercièrent personne. Ils ne demandèrent rien d'autre. Et ainsi la grotte cessa d'être un abri pour l'homme. Et pour beaucoup, c'était la dernière chance. Le lendemain matin, plus personne ne riait. La tempête de neige avait effacé les derniers vestiges de la routine du village. Aucune fumée ne s'élevait. Aucune voix ne se faisait entendre. Seules des formes irrégulières subsistaient sous la neige, là où se dressaient autrefois les maisons. Les hommes arrivés à la grotte ne demandaient rien d'autre que de la chaleur. Ils restèrent assis près du mur, immobiles, comme si prendre trop de place était une erreur. Étienne n'a pas demandé qui ils étaient. Il n'a pas demandé ce qu'ils avaient dit à son sujet auparavant. Il n'a pas demandé combien il y en avait encore là-bas. Il a simplement réaménagé l'espace. Il a poussé le bois. Il redistribua les pierres chauffées. Cela a encore réduit l'incendie. L'enfant s'est réveillée ce matin-là. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement regardé autour d'elle, confuse. La mère lui serra la main fermement, comme si elle ne la lâcherait que si elle était absolument certaine que c'était réel. Cette scène resterait gravée dans les mémoires pendant des années, sans jamais être décrite de la même manière. Tout au long de la journée, d'autres personnes sont arrivées. Seules, par paires. Certains pouvaient à peine grimper. Chaque arrivée répétait le même rituel silencieux. Regard baissé, hésitation, entrée silencieuse. Aucune demande directe, aucune explication. Étienne a rapidement évalué, toujours en silence. Comprenant qu'il n'y avait plus d'endroit sûr, il quitta la grotte pour la première fois sans hâte. Il creusa une petite extension latérale minimale, juste assez grande pour y loger 2 corps supplémentaires. Leurs mains saignaient, le froid brûlait. Il est revenu sans dire un mot. Personne n'ignorait son coup. Parmi les arrivants se trouvait l'un de ceux qui s'étaient le plus moqués de la grotte quelques semaines auparavant. Celui-là même qui avait traité Étienne de rat des montagnes. Il n'a pas parlé. Il n'a enlevé son chapeau qu'en entrant. Il s'assit au loin. Et il resta là. Cette nuit-là, il n'y a presque pas eu d'incendie.
Seule la chaleur résiduelle des pierres. Tout le monde a mal dormi, mais vivant. Quand le vent s'est enfin calmé, il n'y a pas eu de célébration. Le soulagement n'était pas immédiat. La neige bloquait encore tout. Les vivres commençaient à manquer. Étienne fit quelques calculs simples. Il a décidé de descendre le matin, non pas pour fuir, mais pour voir qui en avait encore besoin. La descente fut lente, lourde. Le village avait complètement changé d'aspect. Maisons en ruine, portes arrachées, silence absolu. Étienne entra dans une maison à moitié ensevelie. Il y trouva un vieil homme, faible mais vivant. Il l'aida à se relever et le transporta sur le flanc de la colline. D'autres commencèrent à apparaître. Ils n'ont pas demandé d'aide. Ils ont suivi. Arrivés à la grotte, personne ne parla. Ils n'entrèrent que lorsqu'il y eut de la place. Ils attendirent quand il n'y en eut plus. La tempête prit fin cette nuit-là, pas au soleil, mais sans vent. Le lendemain matin, le village se remit en mouvement. Des gens sortirent de leurs maisons détruites. Ils contemplèrent la montagne. Certains l'escaladèrent, d'autres se contentèrent de l'observer de loin. Étienne n'est pas descendu pour être vu. Il resta dans la grotte jusqu'à ce que le dernier ait besoin de partir. Le revirement fut complet, sans annonce préalable. Il a fallu des jours pour que la neige fonde. Il n'a pas fondu d'un coup. Il recula lentement, comme s'il hésitait encore sur ce qu'il allait emporter. Le village réapparut en ruine, silencieux et délabré. Certaines maisons ne seraient plus jamais utilisées. D'autres nécessiteraient des mois de réparation. Personne n'a parlé ouvertement de ses pertes. Chacun l'a fait seul. Étienne Moreau ne descendit de la montagne que lorsqu'il ne restait plus personne dans la grotte. Il est tombé sans prévenir. Aucun témoin. Il transportait une charge inférieure à celle qu'il avait soulevée quelques semaines auparavant. Le corps plus mince. Les mains étaient marquées. Personne n'est venu vers lui. Personne ne l'entourait. Mais l'apparence était différente. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea dans le comportement des villageois. Les maisons ont commencé à être reconstruites en les espaçant. Certaines familles ont commencé à renforcer les murs intérieurs, créant ainsi des couloirs d'air mort. D'autres ont commencé à observer le vent avant de décider où stocker leur bois de chauffage. Et sur le flanc de la montagne, plus personne ne riait. La grotte ne devint pas un lieu d'habitation communautaire. Ce n'est pas devenu une attraction touristique. Ce n'est pas devenu une histoire pour les étrangers. C'est devenu une référence tacite. Lorsque l'hiver suivant fut annoncé, 2 hommes escaladèrent la montagne avant les premières neiges. Ils ne demandèrent pas la permission. Ils imitèrent simplement une partie de ce qu'avait fait Étienne. Étienne a aidé, sans enseignement, sans corriger à voix haute. La femme et l'enfant qu'il avait sauvés s'installèrent dans une maison plus petite et renforcée. Ils n'en reparlèrent jamais. Mais chaque hiver, ils laissaient un petit paquet de nourriture près du sentier à flanc de colline. Étienne n'a jamais fait de commentaires. On commença à utiliser son nom avec prudence, non pas comme un compliment, à titre de mesure. Elle résiste aussi bien que la caverne d'Étienne, ont-ils dit, et rien de plus. Tous les changements n'ont pas besoin d'être célébrés pour perdurer. Certaines décisions semblent ridicules, jusqu'au jour où le monde changera de forme. Étienne Moreau n'a pas cherché à convaincre qui que ce soit. Il n'a pas demandé qu'on lui fasse confiance. Il n'a pas exigé de reconnaissance. Il a tout simplement construit quelque chose qui fonctionnait, quand tout le reste a échoué. Et lorsque le silence revint sur la montagne, plus personne ne doutait de l'endroit où il avait choisi de rester. Si cette histoire vous a marqué plus longtemps que prévu, c'est parce que certaines vérités n'ont pas besoin d'être dites à voix haute. S'inscrire. La vidéo suivante raconte une autre histoire oubliée, qui a également résisté alors que personne ne croyait en lui.